Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'électrostatique. Commençons par noter notre charge, qui est notre charge source, et que l'on note grand Q. À côté de cette charge, je place une deuxième charge, petit q, qui est ma charge test. Et du fait de sa position par rapport à la charge grand Q, petit q va subir une force électrostatique qui va dépendre de plusieurs facteurs. Donc je la représente ici. Sa norme vaut petit q, donc la charge de ma charge test, fois grand Q, la charge source, divisé par 4 pi epsilon r carré, avec r carré la distance entre les deux. Le sens de cette force va dépendre des signes des deux charges. Donc là, par exemple, on voit que la force va tendre à éloigner petit q de grand Q. Et donc, ça indique que la force est répulsive. Donc, c'est-à-dire que les deux charges sont de même signe. Donc, par exemple, on pourrait avoir grand Q positif et petit q positif aussi, ou alors les deux sont négatives. A l'inverse, si les deux charges, donc si on en a une positive et une négative, la force sera attractive, elles vont s'attirer. À partir de cette force, pour nous faciliter la vie, on va définir ce qu'on appelle le champ électrique. Le champ électrique, ça va être tout ça. Et ça vaut tout simplement E, qui est égal à grand Q, divisé par 4 pi epsilon r carré. Ça sert à quoi de définir le champ électrique? Ça sert tout simplement à avoir quelque chose qui ne dépend que de la charge grand Q. C'est-à-dire que je peux m'affranchir de toutes les caractéristiques particulières qui sont propres à la charge test petit q. Et maintenant, je m'intéresse que à ce que produit en fait autour d'elle, comme effet électrique, la charge grand Q. Et maintenant, c'est plus simple, si j'ai une autre charge petit q, que je vais appeler petit q', je peux retrouver sa force électrique très facilement, et je pourrais juste écrire que donc Fe', qui est la force électrique subie par cette force-là, est égal à petit q' fois le champ. Maintenant, si je représente mon champ, pour une charge, disons, positive, donc si grand Q est positive, en fait, il faut que j'imagine que je place à côté une petite charge positive. Donc, si je mettais une petite charge positive à côté de grand Q, elle serait éloignée de la charge grand Q, et donc je sais que mon champ va être sortant. Donc ça, ce sont mes vecteurs champs pour une charge ponctuelle. A l'inverse, si la charge était négative, le champ serait entrant, parce que si je me mets en situation et que je me dis je place une petite charge positive à côté, elle va être attirée. Mais là, dans ce cas-là, quand c'est positif, le champ va être sortant. Et on va également définir ce qu'on appelle les lignes de champ, qui vont en fait être tout simplement des lignes qu'on va dessiner dans l'espace, qui vont suivre les vecteurs champs un peu partout. Donc on peut en dessiner beaucoup plus, mais là j'en dessine que quelques-unes. Hop, et qui s'en vont en fait en montrant un peu l'intensité du champ tout autour. Donc on reprend notre charge source grand Q et notre charge test petit q. Et il faut savoir également que du fait de sa position dans le champ créé par grand Q, petit q va avoir une certaine quantité d'énergie, donc d'énergie potentielle, dite électrostatique. Il faut savoir que les forces comme la force électrique ou encore la force gravitationnelle tendent à amener un système vers des positions plus stables. C'est-à-dire qu'elles vont chercher à lui faire perdre de l'énergie dans le sens où elles vont l'amener vers une position où il aura de moins en moins d'énergie. Si on prend le cas de la force gravitationnelle par exemple, je sais que si je monte en altitude, je vais gagner en énergie potentielle de pesanteur. Puisqu'on sait que c'est mgz, donc j'augmente en altitude, j'ai de plus en plus d'énergie. Et là, à ce moment-là, le poids va chercher à me faire redescendre, donc à m'emmener plutôt vers la Terre. Et donc cette force cherche effectivement à m'emmener dans un endroit où j'aurai moins d'énergie potentielle. C'est exactement la même chose pour l'énergie potentielle électrostatique et la force électrostatique. Je sais que la force va chercher à m'emmener dans une position où j'aurai moins d'énergie potentielle. Et donc ça va nous aider à déterminer, donc à partir du sens dans lequel est orienté mon vecteur force, le sens de variation de mon énergie potentielle. Donc maintenant, si je dis que grand Q est positif et que petit q est positif aussi, donc c'est le même cas qu'on avait tout à l'heure, et que je dessine ma force électrique,
je sais qu'elle va être répulsive puisque mes charges sont de même sens. Donc là, j'ai Fe. On a dit, ma force cherche à m'emmener là où j'aurai moins d'énergie potentielle. Donc si ma force m'emmène par là, c'est qu'en m'éloignant de grand Q, j'aurai moins d'énergie potentielle que si je me rapproche de grand Q. Et ça veut aussi dire que si je me rapproche de grand Q, je vais avoir plus d'énergie. Ça veut aussi dire que pour me rapprocher de grand Q, je dois ramener cette énergie de quelque part. Et cette énergie potentielle, dont on parle depuis tout à l'heure, elle s'écrit tout simplement EP égale petit Q fois grand Q divisé par 4 pi epsilon R. Pas R carré, juste R. Maintenant, quel est le lien entre force électrostatique et énergie potentielle électrostatique? Mathématiquement, si on veut l'écrire, on a nos deux formules juste ici. Et on pourra écrire que, et ça c'est hyper important, la force est l'opposé de la dérivée spatiale de l'énergie potentielle. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire exactement ce qu'on expliquait juste maintenant, c'est que si je vais dans le sens de ma force, je vais vers des énergies potentielles de plus en plus basses. Donc quand je me déplace dans l'espace de façon à aller vers une énergie potentielle qui diminue, je vais dans le sens de ma force. Et donc si on veut représenter le sens de variation de mon énergie potentielle, on a dit qu'elle était plus élevée quand je me rapprochais de Q et qu'elle diminuait dans le sens de ma force. Je sais que... Voilà. Hop. Et donc ça, c'est exactement ce que veut dire cette formule. Maintenant, exactement comme tout à l'heure, on va définir une nouvelle grandeur à partir de l'énergie potentielle, qui est celle du potentiel électrostatique. Hop, on le note V, et il vaut grand Q sur 4 pi epsilon R. Pas R carré, R. Ce potentiel, c'est tout simplement l'énergie potentielle par unité de charge. C'est-à-dire que c'est à un endroit de l'espace, l'énergie potentielle qu'aurait une charge positive de 1 coulomb. Et donc l'intérêt de définir ça, ça va être comme tout à l'heure pour le champ, c'est pour s'affranchir en fait des caractéristiques propres à la charge petit q que j'ai définie ici, et pour avoir un peu un cas général. Et maintenant, si je pose une autre charge petit q quelque part, donc q' plutôt, je vais pouvoir calculer très facilement son énergie potentielle, puisque elle vaudra tout simplement EP' égale Q' fois le potentiel à cet endroit. Et donc sans surprise, on aura aussi que le champ électrique est égal à l'opposé de la dérivée spatiale du potentiel électrique. Ça veut dire quoi? C'est exactement la même chose à une multiplication par petit q près. Ça veut dire que ça, c'est le cas où je m'occupe d'un cas en fait particulier, où je considère vraiment une certaine charge que je pose à côté de la charge source. Et là, c'est les caractéristiques générales des effets en fait qu'a la charge source autour d'elle, sans que je place une charge particulière dans les parages en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je représente mon vecteur champ, mes vecteurs champ plutôt tout autour, encore une fois le champ est sortant puisque ma charge est toujours positive, je sais que quand je vais dans le sens du champ, je vais aller vers des potentiels de plus en plus petits. Parce que c'est exactement la même chose que tout à l'heure où on avait la force qui m'emmène vers un endroit où mon énergie diminue. Là maintenant, quand je suis le sens de mon champ, je sais que je vais vers des potentiels de plus en plus bas. Et donc encore une fois, si je veux le représenter sur mon schéma, je sais que j'aurai un peu des gradients dans ce sens-là, tout autour. Voilà, c'est à peu près ce que ça donnerait. Et donc, une phrase qu'on peut utiliser pour résumer ça, c'est que le champ descend les potentiels, parce que je sais que quand je vais dans le sens de mon champ et quand je suis mon champ, je vais vers des potentiels de plus en plus bas. Ok, et donc si on redessine ici notre charge, je la nomme pas mais c'est grand Q, et que j'ai encore une fois mes lignes de champ, etc. J'en fais que quelques-unes encore une fois. Je sais que, d'après ma formule du potentiel, pour une même charge Q et pour un même environnement, il n'y a rien qui change là-dedans sauf R. Et donc, quand je suis à même distance de ma charge, c'est-à-dire selon des sphères, puisque c'est une charge ponctuelle, mais si on voit ça en 3D, ça va être des sphères, hop,
je sais que là, sur toute la sphère d'un même rayon, je vais avoir une même valeur de potentiel. Donc mon potentiel diminue effectivement quand je m'éloigne pour une charge positive. Mais je peux définir des zones, donc des surfaces, sur lesquelles il sera partout pareil. Et donc c'est exactement ce que veut dire la notion de surface équipotentielle. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est des cercles, mais imaginez-vous en 3D, on aura des sphères. Et donc ces sphères, elles ont une certaine surface, et sur cette même surface, le potentiel aura une même valeur en tout point en fait. Et du coup, autre chose, en tout point de mes surfaces équipotentielles, je sais que j'aurai mon champ E qui va être perpendiculaire. Donc là, mes surfaces sont sphériques, et j'ai dessiné mes lignes de champ. Si je veux dessiner le vecteur E par exemple à cet endroit, je vais voir qu'il est perpendiculaire. Pareil ici, pareil ici, etc. Et dernière chose là-dessus, là on a défini notre cas, donc quand j'ai une charge source qui est positive, et j'ai mis une charge test à côté qui est positive aussi. Mais à l'inverse de tout ce qui est force gravitationnelle, là les forces peuvent être soit attractives, soit répulsives. Et ça va avoir un impact sur toutes nos formules là, enfin plutôt sur la façon de réfléchir. Donc imaginons que j'ai une charge source qui soit négative. Ce qui va se passer, c'est que mes potentiels vont varier différemment. Donc rappelez-vous que les formules du potentiel et du champ sont en gros définies pour une charge positive de 1 coulomb. Et j'ai bien dit positive. C'est-à-dire que le potentiel dans un certain endroit de l'espace, c'est l'énergie potentielle qu'aurait une charge positive de 1 coulomb à cet endroit de l'espace. Pareil pour le champ, c'est la force électrique qu'aurait à un certain endroit de l'espace une charge positive de 1 coulomb. Et donc si ma charge source est négative, et que je place à côté une charge positive de 1 coulomb, elle va être attirée cette fois-ci. Et donc je sais que mon champ va être entrant. Donc ça c'est mon champ. Et mon potentiel, et ça c'est un petit peu peut-être plus moins intuitif, il va varier dans l'autre sens. Puisque maintenant si j'ai une charge positive que je mets à côté de la charge grand Q, la force va chercher à l'emmener vers la charge grand Q. Et on a dit là où ma force m'emmène, c'est là que j'aurai le moins d'énergie. Et de la même façon, là où vont les vecteurs champs, c'est là que j'aurai le potentiel le plus faible en quelque sorte. Donc je sais que là, si je dois définir mes gradients de potentiel, ça va aller plutôt comme ça. Alors dernière chose, la sommation des vecteurs et des potentiels. Donc là, dans le cas où j'ai plusieurs charges sources, hop, Q1, Q2 et Q3, elles vont chacune donc, émettre un certain champ électrique autour d'elles. Et donc pour avoir le champ électrique à un certain endroit de l'espace, donc disons là par exemple, donc si je définis une petite charge ici et que je veux savoir donc, quel est le champ qui s'applique là où elle est actuellement, je vais pouvoir additionner tous mes vecteurs. Et donc là, par exemple, si je pars de là, hop, comme ça, je sais que cette charge-là va projeter ici son champ électrique. Du coup, donc là, j'ai E1, le champ de la charge numéro 1, E2, E3, et je vais pouvoir les additionner vectoriellement. Donc là, si je suis par là, hop, je sais que j'aurai le champ E2, le champ E1. J'atterrirai à peu près là, avec un vecteur E tot, qui aura cette tête-là. Donc E tot étant égal à la somme vectorielle de E1 plus E2 plus E3. Et de la même façon, je pourrais avoir donc, la force électrique résultante qui sera donc tout simplement petit q fois E tot à cet endroit-là. Pour savoir, pour connaître en fait la valeur de mon potentiel résultant, donc avec les effets donc, des 3 charges à cet endroit-là, j'aurai tout simplement à additionner les valeurs de potentiel que m'aurait donné chacune des charges seules. Donc je sais que j'aurai V donc à cet endroit-là égale V1 plus V2 plus V3 en utilisant la formule qu'on a vue tout à l'heure. Et cette fois-ci, ce n'est pas une addition vectorielle, c'est bien une addition de scalaires, donc de nombres.
champ électrique, ça va être tout ça.